Depuis plus de 10 ans, le Sahel brûle. Mali, Burkina Faso, Niger, attaques terroristes, massacres, coups d'État, interventions étrangères, retrait militaire occidental, arrivée de nouveaux partenaires. Pourtant, plusieurs questions continuent de hanter beaucoup d'Africains. Depuis plusieurs années, on nous explique que le Sahel est devenu l'un des principaux fronts mondiaux contre le terrorisme. Le cas de l'AES, par exemple, qui est l'une des régions désormais présentée comme une priorité sécuritaire internationale. Et effectivement, les attaques existent, c'est une réalité. Mais plus le temps passe, plus une autre question commence à déranger. Et si cette guerre était aussi devenue un immense business international? Regardons les faits avec lucidité. Plus le Sahel est instable, plus certains intérêts économiques et géopolitiques grandissent autour de cette crise. En fait, plus été injecté dans le Sahel au nom de la sécurité. La France avec Barkhane, les États-Unis avec leur... Aujourd'hui entravés par un cadre qui n'est pas suffisamment clair, qui, de ce fait, brouille parfois notre coordination, surtout pour des sujets qui sont très transfrontaliers, et conduit à manquer d'efficacité parce qu'une part de la solution en accompagnement du militaire est aussi politique. Si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. En 2012, le terrorisme était principalement concentré dans le nord du Mali. Aujourd'hui, la menace touche plusieurs pays et descend même vers les zones côtières d'Afrique de l'Ouest. Donc forcément, beaucoup commencent à se demander si les sécuritaires débloquent des aides, des fonds, des partenariats, des programmes spéciaux, des budgets militaires exceptionnels. Le G5 Sahel, par exemple, a mobilisé des centaines de millions d'euros. On parle de l'uranium, de l'or, sa position géographique stratégique, ses routes migratoires. Toutes les grandes puissances veulent garder un pied dans cette zone. Alors, toutes, sans exception, avec des intérêts différents à chaque fois. Le Sahel est devenu un véritable échiquier géopolitique. Après plus de 10 ans de guerre, comment expliquer qu'il y ait toujours autant d'insécurité malgré autant d'argent, autant d'armées et autant d'opérations militaires? Mais il y a aussi une interrogation qui revient souvent dans les opinions publiques africaines, et particulièrement au Sahel. Comment expliquer qu'avec toute la puissance technologique des grandes armées occidentales, satellites, drones, radars, surveillance aérienne, renseignements électroniques, les groupes terroristes continuent malgré tout d'opérer pendant des années dans certaines zones? Rappelons que les puissances occidentales disposent juste... L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. Ça, c'est combien de milliards en francs CFA? 2 milliards? 1,3 milliard de francs CFA par jour. 9 ans. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul, sans partenaire. Mais il fallait sortir de ces accords, sinon on n'allait jamais pouvoir arriver là. Moi, je pars où je veux. Pas par les airs, mais par la route. À travers mon pays.
On ne peut pas se lever ici à Louris, qu'à Gawa, aller faire ce qu'on veut, revenir, aller à Tinkodo. C'est impossible. Ce sont des Burkinabés qui sont battus pour reconquérir nos terres. Et si ça, c'est pire, c'est bien sûr pire pour lui. C'est pas bon pour lui. Notre avancée là, c'est dangereux pour la France. C'est dangereux, c'est pas bon qu'on reconquiert nos terres. Donc, comprenez qu'il a raison. Quand il parle, c'est pas pour notre bien à nous, c'est pas pour notre peuple, c'est pour eux leur bien. Et ils nous veulent dans l'insécurité. Et qu'ils viennent. Mais ils ont été incapables de ramener la sécurité. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux. Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. Il faut qu'ils comprennent ça. Tout ce que moi j'ai dit, quand quelqu'un parle de nos pays, c'est une insulte pour nous. Ça veut dire qu'il nous voit en sous-homme. En quoi ça le regarde? La situation s'est détériorée, c'est entre nous burkinabés. Ça le regarde? En rien. Qu'il s'occupe de ses oignons. Et il reste chez lui. Il a quoi à mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Ou bien il a la puissance de colonisation toujours. Qu'il le dise haut et fort, que c'est lui le maître colon et que nous sommes des esclaves. Voilà pourquoi il met sa bouche dedans. Sinon, pourquoi il parle du Burkina? En quoi ça le regarde? Ils étaient ici. Moi, je les ai cherchés, ils ont quitté ici en 2023. Ils étaient là. Quand ils quittaient ici, là, Bobo Ouaga était coupé. On ne pouvait plus se lever à Ouagadougou, les deux capitales, aller là-bas. Les terroristes étaient là. Koumbia, Korokwa, tout était attaqué. Koudougou, les gens sont rentrés jusqu'à côté de Koudougou, 100 km. Tout était encerclé. La RN16 qui relie des zones de Toko, qui pouvait prendre la route? Mais ils étaient là, non? Avec tous les hélicoptères, les chars et tout ce qu'il faut, la technologie, les drones, les satellites. C'est des incapables alors. Aujourd'hui, nous on circule tranquillement, librement. Et la dernière fois, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et certains pays européens qui ont dit est-ce qu'ils peuvent tourner? J'étais surpris de les voir à la télé. Ils partent un peu partout, ils se baladent dans le pays. Quand on parle du Sahel, le discours officiel tourne toujours presque autour du terrorisme, de la sécurité ou de la stabilité. Mais réduire la crise sahélienne uniquement à une question de sécurité serait une erreur parce qu'en réalité, il y a aussi le cas du Niger que nous aimons bien. Pendant des décennies, le pays a été l'un des principaux fournisseurs d'uranium de la France. L'uranium nigérien a longtemps alimenté une partie importante des centrales nucléaires et continuait de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, misérables, avec un accès limité à l'électricité. C'est justement ce paradoxe qui nourrit aujourd'hui un fort sentiment anti-occidental dans plusieurs pays du Sahel. Beaucoup de populations ont commencé à se questionner. Comment un pays aussi riche en ressources peut-il rester aussi fragile économiquement, au point d'être classé à une époque parmi les pays les plus pauvres du continent, voire du monde? Une cruauté difficile à digérer. Même son de cloche pour le Mali et le Burkina Faso. Ces pays disposent d'importantes réserves d'or. L'or représente une part essentielle de leur économie. Mais là encore, plusieurs acteurs étrangers tournent autour de ces ressources. On a des multinationales, des sociétés minières, des partenaires sécuritaires, des puissances étrangères, comme des loups entourant bien sûr une proie. Et justement, dans les zones instables, celui qui contrôle la sécurité finit souvent par avoir une influence énorme sur l'économie. Et c'est pour cela que les puissances occidentales veulent préserver leur influence historique dans la région. En clair, tout le monde veut une place dans le Sahel, même si chacun vient avec une méthode bien définie. D'autres sont violents, se comportent comme des vautours, d'autres utilisent la ruse, sont même hypocrites, et d'autres respectent quand même leur vis-à-vis. Mais il y a aussi sa position géographique clé entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et Méditerranée. Autrement dit, contrôler le Sahel, c'est aussi sécuriser des intérêts économiques majeurs. En effet, la région est située entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, la Méditerranée, les routes migratoires, les grands corridors commerciaux. Donc, celui qui renforce son influence dans le Sahel gagne aussi un avantage géopolitique important sur le continent africain. Sauf que les populations sahéliennes commencent elles aussi à le comprendre. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie le bouleversement ou les bouleversements politiques récents dans la région.
au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, beaucoup de citoyens, au-delà de la sécurité, parlent désormais de souveraineté, de contrôle des ressources, de dépendance économique, de présence étrangère, de partage des richesses. Le débat autour du terrorisme impose donc ces autres interrogations. Qui contrôle les ressources? Qui profite réellement des richesses du Sahel? Et qui décide de l'avenir économique de ces pays? C'est justement pour cela que, pour les dirigeants de l'AES, une conviction semble désormais s'imposer. La guerre contre le terrorisme ne peut plus être pensée, financée et pilotée depuis l'extérieur et surtout principalement. Une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. De Maliennes, de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui arrivent en France, de familles partagées, parce qu'on a tellement fait avec ce pays. Parce qu'on a des dizaines de jeunes soldats qui sont partis mourir pour éviter que les terroristes djihadistes prennent possession du pays. Que je peux pas vous dire, je suis heureux. Mais je mettrai peut-être une réserve. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a mal fait, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir de la réponse sécuritaire. J'ai pourtant redoublé d'efforts. Le premier sommet que je fais en juillet 2017 avec tous les présidents de ce qu'on appelait à l'époque le G5 Sahel, j'ai dit, il faut mettre des projets, il faut de la gouvernance, il faut qu'on a... Parce que sinon, dès qu'on arrête un groupe terroriste, il arrive à réattirer des jeunes parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et on a un peu payé le prix de la mauvaise gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il y a un système politique dont les jeunes ont voulu se débarrasser, je ne veux pas généraliser, dont certains ont voulu se débarrasser, et on a été emporté avec. Mais on n'était pas là par connivence, on était là parce que ces responsables politiques élus par leur peuple nous avaient demandé de les protéger. Et la CEDEAO nous avait demandé de la protéger face au terrorisme djihadiste. Et on a fait ce qu'on devait faire. Et il y aurait sans doute pas, à coup sûr, le Mali ne serait plus un État unique si on n'était pas intervenu en 2013. Et je le dis d'autant plus aisément que j'ai pas eu à porter ce choix, il a été fait par mon prédécesseur. Mais on est resté trop longtemps dans une posture de soutien sans que ça bouge sur les projets, justement, et sur la rénovation démocratique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Des fautes. Est-ce que ça représente le peuple un putsch? Ben non, parce que c'est pas une élection. Et donc je dirais, en bon français, the jury is still out. Parce que la jeunesse, elle s'est pas exprimée, elle n'a pas voté. Et au bout de quelques années, moi je n'ai pas commenté les choses, comme il voulait plus lutter contre le terrorisme, c'est retiré. Pendant des années, les stratégies sécuritaires dans le Sahel ont longtemps reposé sur les partenaires étrangers, comme nous l'avons vu plus haut. Aujourd'hui, les dirigeants de l'AES estiment que la question sécuritaire est devenue aussi une question de souveraineté. Pour eux, un pays qui dépend entièrement de puissances étrangères pour assurer sa sécurité finit aussi par perdre une partie du contrôle de ses décisions stratégiques. Et c'est cette logique qui explique plusieurs ruptures observées ces dernières années. Départ des forces françaises, remise en cause de certains accords militaires, rapprochement avec de nouveaux partenaires comme la Russie par exemple, création de la Confédération AES, volonté de mutualiser les moyens militaires sahéliens. La force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes, et surtout de continuer de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Trois types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, la menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci aujourd'hui, l'AES, la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AES et tous ces mécanismes, la télé AES, la radio AES, la presse écrite AES. Ces dispositifs vont nous permettre de contrer toutes ces menaces. Le message envoyé est donc clair, reprendre le contrôle de la sécurité pour reprendre le contrôle politique. C'est justement sur cette frustration que les dirigeants de l'AES
construisent aujourd'hui leur discours politique. Un discours centré sur la souveraineté, le contrôle des ressources, l'autonomie militaire, la coopération régionale et la réduction des dépendances extérieures. Et justement, nous entrons donc dans les zones d'ombre. C'est peut-être ici que se trouve la partie la plus sensible du dossier. Des questions que beaucoup évitent parfois de poser ouvertement, mais que les populations commencent de plus en plus à se poser elles-mêmes. Nous également, nous allons simplement nous interroger. Comment des groupes armés présents dans des zones désertiques parviennent-ils à obtenir autant d'armes sophistiquées? D'où viennent réellement ces équipements? Qui alimente ces circuits? On n'a plus affaire à quelques combattants isolés avec des armes artisanales. Dans plusieurs attaques au Sahel, les groupes armés utilisent des pick-up équipés, des armes lourdes, drones, systèmes de communication, engins explosifs sophistiqués. Et forcément, cela soulève une question logique. Comment ces réseaux parviennent-ils à maintenir des capacités militaires aussi importantes dans des zones aussi difficiles? Autre question qui revient souvent. Pourquoi certaines zones restent-elles pratiquement incontrôlables malgré des années d'opérations militaires internationales? Depuis plus de 10 ans, le Sahel a vu défiler des armées étrangères, des missions internationales, des milliards de dollars d'aide sécuritaire, des programmes de formation, des équipements militaires modernes. Par moments, on a même l'impression que la menace se déplace plus vite que les dispositifs censés la contenir. Alors comment expliquer qu'après autant d'interventions, la stabilité durable reste toujours aussi difficile à atteindre? Autre élément troublant, l'intérêt soudain des grandes puissances pour le Sahel. Pendant longtemps, cette région intéressait relativement peu l'opinion internationale. Mais aujourd'hui, bizarrement, elle est devenue un espace stratégique mondial. Alors, pourquoi autant de puissances veulent-elles aujourd'hui renforcer leur présence dans cette région précisément? Il faut cependant noter que depuis quelque temps, les dirigeants de l'AES accusent certains États africains et occidentaux d'alimenter le terrorisme dans la région. À chacun de se faire sa propre idée. Dans leurs entreprises finestes, les groupes armés ont reçu le soutien de sponsors internes et externes qui fournissent des renseignements, des moyens logistiques et recrutent des terroristes ou en tout cas des mercenaires qui se font appeler terroristes. Certains de ces sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. D'autres continuent encore de garder la tête dans le sable. Il s'agit pour nous très clairement, aujourd'hui, il faut que nous comprenions quand nous parlons de lutte contre le terrorisme de quoi nous parlons. Pour nous, la lecture est absolument très claire. Pour nous, il s'agit d'une guerre hybride, une guerre qui est menée par procuration par certains États contre le Mali et contre les autres pays de la Confédération des États du Sahel. Ces terroristes actuellement bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Notre armée, nos forces de défense et de sécurité monteront en puissance pour prouver que notre sécurité est de notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est un devoir envers le peuple nigérien et nous l'assumerons en toute responsabilité.